Il faut se replacer dans le cadre géopolitique de l'époque. C'était la fin de la guerre froide, c'était le triomphe de l'Occident et du capitalisme. Donc on pensait que là, effectivement, tous les marchés allaient s'ouvrir et que tout ce qui circulait à travers le monde, y compris les produits culturels, devait être complètement libéralisé. Ce contexte-là avait des conséquences extrêmement préjudiciables pour le développement des activités culturelles. D'abord parce qu'il risquait d'aboutir à mettre en place une sorte de modèle culturel unique, homogène, standardisé, qui était actionné par des grandes firmes oligopolistiques, qui étaient alors les majors du cinéma, de la musique, etc. Donc toutes quand même sous tutelle américaine, très très largement. Et avec comme conséquence un appauvrissement des contenus et une standardisation des produits culturels de masse qui étaient destinés à se promener d'un bout à l'autre de la planète et à être absorbés par un public purement passif et consommateur. Deuxième élément, c'est que ce courant-là risquait d'aboutir à un démantèlement des politiques publiques culturelles, qui étaient considérées par les libéraux comme des entraves à la libre circulation, comme des formes de protectionnisme. Et le troisième élément, c'est que tout cela créait une asymétrie globale dans les relations entre les pays, d'une part entre les pays du Nord et les pays du Sud, les pays riches qui étaient déjà dotés d'industries culturelles importantes et les pays du Sud pauvrement dotés en capacité de production propre. Et puis une deuxième asymétrie, un deuxième déséquilibre, celui-là de nature transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est une période où le déficit commercial de l'Union européenne par rapport aux États-Unis en matière d'audiovisuel et de cinéma était abyssal. Il fallait faire en sorte que ces tendances néfastes de notre point de vue, du point de vue des intérêts de la France et du point de vue des valeurs qu'on voulait défendre, c'est-à-dire une reconnaissance de la dignité de toutes les cultures, il fallait faire en sorte qu'on puisse mettre un terme, mettre un frein à ce courant porté par la mondialisation. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, moi j'ai eu la chance de me trouver là à ce moment-là à l'UNESCO, et de suggérer que effectivement l'UNESCO soit l'institution internationale dans laquelle on élabore un nouveau droit qui soit vraiment spécifique à la culture et qui fasse en sorte que ce ne soit pas le droit commercial qui s'impose et qui impose sa loi aux productions culturelles. Parce que l'UNESCO est la seule institution des Nations Unies qui ait vocation à traiter des questions culturelles, et l'intérêt de l'UNESCO, c'est son universalisme. Beaucoup plus large d'ailleurs que l'OMC et que les membres de l'OMC à l'époque. On voulait vraiment démontrer qu'il y avait une spécificité des biens et produits culturels qui n'étaient pas simplement soumis à une loi économique, certes, bien entendu, ils sont partie intégrante de circuits économiques, mais qu'au-delà de ça, ils ne se réduisent pas à leur seule valeur marchande et commerciale, mais qu'ils sont porteurs de valeurs, de symboles, qui dépassent largement cette simple dimension. Donc ça, c'était effectivement un choix très important qui a orienté toute la suite du débat, mais qui nous a permis de faire en sorte que dans un premier temps, l'UNESCO adopte en 2001 une déclaration universelle sur la diversité culturelle, qui n'avait pas force de loi, mais qui était un texte qui pour la première fois réunissait tout un corpus de principes permettant de définir ce qu'on entendait par diversité culturelle, donc de donner corps à cette notion. Et puis dans un deuxième temps, passer à la mise en place d'un instrument juridique international ayant réellement force de loi, portée normative effective, et donc ça a été la phase qui a abouti à l'adoption de la Convention en 2005. Alors, la notion d'exception culturelle, elle est née dans le cadre des négociations commerciales qui se tenaient dans l'organisation qui précédait l'OMC, qui s'appelait le GATT. Et le GATT avait des sessions très très longues, et sa dernière session qui s'appelait l'Uruguay Round, s'est terminée en 1994. Et pour la première fois, dans le cadre de ces négociations,
qui jusqu'alors portait uniquement sur la libéralisation du commerce des marchandises, avait été inclus les services, et en particulier les services audiovisuels et culturels. Et la France, entraînant derrière elle l'Europe, a demandé que ces services soient exclus des accords du GATT. Alors, on n'a pas obtenu une exclusion en bonne et due forme, c'est-à-dire juridiquement robuste, mais on a décidé, les Européens ont décidé de ne prendre aucun engagement de libéralisation pour les biens et services culturels. C'est-à-dire, tout ça restera en dehors, c'est exclu des clauses du commerce en vin. Et c'est ce qu'on a appelé l'exception culturelle. On s'est rendu compte assez rapidement que cette notion d'exception culturelle était un bouclier imparfaitement protecteur et en même temps, je dirais, un étendard insuffisamment mobilisateur. Une bannière faiblement mobilisatrice parce que beaucoup de pays ne comprenaient pas ce que ça voulait dire que cette exception culturelle. Ils se disaient qu'est-ce que c'est, un truc inventé par les Français encore. Alors, je me souviens, à l'époque, Hubert Védrine était ministre des Affaires étrangères. Et il y avait eu une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères mexicaine, précisément sur les thèmes de coopération culturelle. Et la ministre des Affaires étrangères mexicaine lui avait dit, mais on ne comprend rien vraiment à votre affaire d'exception culturelle, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vous protégez vos intérêts français, n'est-ce pas, etc. Et Védrine m'avait dit, il faudrait vraiment qu'on trouve autre chose, parce que cette formule est incompréhensible, crée des malentendus. Bon, alors on a réfléchi, on a lancé diversité culturelle avant même d'avoir réellement réfléchi au contenu de la notion, comme un slogan. Et la première apparition de cette notion, ça a été la déclaration franco-mexicaine sur la diversité culturelle. Et très rapidement, comme on était en contact avec nos amis québécois et canadiens, on a créé, il y a eu une rencontre entre les premiers ministres français et canadiens à l'époque qui ont fait une déclaration franco-canadienne sur la diversité culturelle. Et comme les Québécois ne voulaient pas être en reste, on a créé dans la foulée, tout ça c'est en 99, vraiment dans un temps très étroit, on a créé dans la foulée un groupe de travail franco-québécois sur la diversité culturelle qui était coprésidé par Catherine Lalumière et par la ministre québécoise Marie Malavoie à l'époque. Et donc cette notion de diversité culturelle, on l'a inventée de toutes pièces, d'une certaine manière, mais elle est arrivée et elle s'est imposée, et ensuite on l'a transposée donc, à l'intérieur de l'UNESCO, on l'a injectée à l'intérieur de l'UNESCO, en disant à l'UNESCO, maintenant c'est à vous de travailler pour faire en sorte que ce corpus d'idées prenne forme. Comme je vous l'ai dit, la Convention sur la diversité culturelle a été pensée, élaborée dans un contexte pré-numérique. Oui. Parce que, vous voyez, 2000-2001, Google bredouillait à peine. Oui. Amazon, c'était un hangar au fin fond des États-Unis. Facebook n'était pas encore né, de 2005, c'est exactement. Donc tout ça, on ne pouvait pas prendre en compte, bien entendu, cette formidable irruption du numérique. Bon, on n'était quand même pas complètement ignorant des évolutions qui se passaient, et ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on s'était dit, il faut ménager l'avenir. Et pour ménager l'avenir, on a introduit dans la Convention une clause dite de neutralité technologique. C'est-à-dire que ce qu'on considère, nous, c'est les contenus culturels, quelle que soit la façon dont ils sont véhiculés, quelles que soient les technologies qui en sont le vecteur et le support. La nécessité qui nous paraît indispensable, et le gouvernement français en est bien convaincu, de faire en sorte que la Convention soit réexaminée, non pas remise en cause, on ne touche pas le texte, mais dans ses dispositions d'application, ce qu'on appelle les directives opérationnelles, qu'elles prennent en compte cette nouvelle dimension du numérique. Tout un système qui menace la diversité culturelle. Donc le point de départ du diagnostic, c'est de dire concrètement à ce qu'on nous raconte, la profusion, l'accès illimité, la gratuité, contrairement à ce qu'on nous raconte, le numérique ne crée pas spontanément de la diversité culturelle. C'est une vaste blague.
Je veux dire, c'est toute la sauce idéologique qui entoure des intérêts commerciaux bien identifiés. Tous les dispositifs qu'on a créés, tous les dispositifs de soutien à la fois réglementaires ou financiers, marchent très bien sur un territoire donné et pour des productions qui sont des productions matérielles, mais dans un univers comme celui du numérique qui est dématérialisé, déterritorialisé, délinéarisé, etc., ça ne marche plus. Aujourd'hui, la menace, elle vient principalement, ou le risque, il vient principalement des décisions que l'Union européenne pourrait être amenée à prendre, puisque la Commission a décidé de créer un marché unique du numérique en Europe. Et effectivement, et notamment il y a eu des déclarations du nouveau président de la Commission, M. Juncker, qui disait il faut faire en sorte que le droit d'auteur ne constitue pas une entrave ou un obstacle à la libre circulation des œuvres. Alors, bon, il y a eu immédiatement une levée des boucliers, tel qu'il existe dans sa substance, même si effectivement des aménagements et des adaptations sont nécessaires. Mais le droit d'auteur, il existe depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis Beaumarchais. Il était prévu pour la librairie, le droit d'auteur à l'origine. Hein? Ensuite, il y a eu la radio, la télévision, toute une série de cinéma, toute une série d'adaptations auxquelles le droit d'auteur a survécu. C'est donc qu'il correspond à une vraie nécessité, à une nécessité en termes d'utilité sociale, au bon équilibre à trouver entre le droit du créateur sur sa création et puis le droit du public d'accéder à cette création. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de meilleure formule qui garantisse précisément la réalisation de cet équilibre. Donc il faut que dans le nouveau contexte numérique, on trouve cette formule-là sans remettre en question le droit d'auteur. Mais il n'y a pas que le droit d'auteur dans la problématique du numérique. Il y a aussi quelque chose qui, dans la façon dont s'installe le dispositif culturel numérique, est très important, c'est le caractère prescriptif qu'ont les grands diffuseurs, les plateformes d'Internet. Caractère prescriptif, je veux dire, les recommandations qu'elles font à leurs abonnés. La façon qu'elles ont d'orienter leur choix. D'orienter leur choix vers des produits qui sont plutôt des produits de masse, de grande consommation, qui sont dans l'air du temps, plutôt que de les orienter vers la recherche, vers la découverte de choses nouvelles. Et donc vers la diversité culturelle. Et il y a toute une réflexion à mener, à mon avis, mais là-dessus ce sont des experts et des techniciens qui doivent le faire, sur ce qui concerne les algorithmes de recommandation. Travailler vraiment sur ce matériau de base pour faire en sorte que dans ces algorithmes, une part soit faite à des productions qui ne sont pas les best-sellers, les grosses machineries, les blockbusters, etc. Et ça, techniquement, c'est pas impossible. Avec un bilan qui est mitigé, mais il faudrait que les États qui se sont engagés dans cette voie-là l'utilisent de façon plus permanente et plus efficace, à la fois dans les négociations qu'ils ont de caractère commercial. Par exemple, depuis l'adoption de la Convention, il y a eu, c'est l'UNESCO qui a fait une étude, 51 accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux qui ont été conclus et qui comportent des clauses commerciales. Sur ces 51 accords, il y en a 7 qui mettent en œuvre réellement le dispositif d'exclusion et de prise en compte de la spécificité des biens culturels qui est prévu par la Convention. Il faut qu'on tire de cette Convention toutes les potentialités qu'elle offre pour effectivement permettre l'épanouissement à la fois de la création et des échanges culturels et d'une façon qui soit mieux équilibrée à travers le monde. Ça, c'est un premier élément. Et puis, les nouveaux défis qui sont le numérique et de la nécessité de revisiter toute cette problématique-là dans ce contexte du numérique qui, s'il est utilisé intelligemment et à bon escient, peut permettre effectivement un très grand épanouissement de la diversité culturelle.